Alors peut-être dire un mot juste avant le démarrage du film, et puis nous entrerons ensuite dans le vif du sujet des mineurs isolés étrangers. C'est un phénomène qui est apparu en France de manière plus significative à la fin des années 90, avec une étape importante au début des années 2000, plutôt par l'entrée des mineurs qui braquaient les parcs-mètres de la ville de Paris à l'époque, alors qu'on y mettait encore des pièces et pas encore de l'argent par le moyen de cartes, pour connaître des étapes d'arrivée avec des problématiques très variées de pays d'origine des enfants et d'histoire de vie et d'histoire de personnel, mais aussi de projets personnels très variés pour une installation depuis la fin des années 2000 et disons 2010 dans une constante évolution qui met à mal les dispositifs d'accueil, ceux qui ont été prévus dès le milieu des années 2000 et qui se révèlent aujourd'hui plus tellement adaptés à la problématique. C'est ce que nous verrons, à la fois du point de vue des pratiques, des enjeux d'éthique, des enjeux de prise en compte de la vulnérabilité, et puis aussi à travers les réponses qui sont apportées. Nous commencerons par cet aspect-là avec M. Godon pour la Croix-Rouge et l'évolution et les propositions qui émergent du côté des politiques publiques qui sont de fait en réaction de ces phénomènes, puisqu'il est toujours difficile de les anticiper. Alors, qui sont les mineurs isolés étrangers? Vous en avez vu quelques visages à travers les parcours d'exil notamment, qui nous montrent souvent les trajets et les difficultés qu'on peut imaginer qui sont liées à leur histoire personnelle et qui font de ces enfants des enfants à protéger. C'est ce que nous rappelle la Convention internationale des droits de l'enfant et c'est ce qu'a décidé finalement, après quelques débats néanmoins, la loi du 5 mars 2007. C'est au nom de cet engagement à la protection que la Croix-Rouge se mobilise depuis une dizaine d'années sur ces sujets-là. Alors, la première question, c'est la vocation de la Croix-Rouge française à s'occuper des mineurs isolés étrangers. Vous avez rappelé, Madame Derain, justement que cet engagement de la Croix-Rouge date d'à peu près 10 ans. Alors, certains pouvaient se demander pourquoi la Croix-Rouge française auprès des mineurs isolés étrangers. Alors, deux évidences. Notre mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge est le plus grand mouvement humanitaire au monde, c'est bien connu, et il s'agit bien d'actions humanitaires en direction effectivement de ces jeunes. Le deuxième, et certains l'ont découvert peut-être aujourd'hui, c'est que la Croix-Rouge française est très positionnée sur les problématiques de protection de l'enfance, et le lien est très vite fait entre protection de l'enfance, action humanitaire, mineurs isolés étrangers. Les chiffres, je ne les commande pas parce que je pense que d'autres le feront. Ils vont croissant. Les sources sont diverses. On sait, par exemple, que les sources 2012 estiment à 6 000 mineurs isolés étrangers la présence sur le territoire d'Île-de-France. Je vois Mme Vanier qui réagit. C'est davantage, me dit-elle, donc cela confirme effectivement que le phénomène va croissant. Vous nous préciserez probablement les sources et les chiffres dont vous disposez. Alors, les missions de la Croix-Rouge française, à travers ces différents équipements, bien sûr, ces équipements, ils sont au service de missions. Elles sont de différents ordres. Je pense que vous y reviendrez également. La première mission, c'est la mise à l'abri. Elle est bien sûr en rapport avec l'obligation de protection immédiate de ces jeunes. Alors tout de suite, des questions qui appelleront probablement des réponses des autres intervenants. Protection, mise à l'abri, oui, mais pour combien de temps ? Combien de temps doit durer effectivement ce temps de prise en charge au titre de la mise à l'abri? Et bien sûr, ça soulève la question de l'aval des structures de mise à l'abri et donc de l'orientation qui est un problème récurrent dans le domaine des mineurs isolés étrangers. Dans les missions, ce sont les missions classiques d'accueil, d'écoute, de réconfort. Qui plus que ces enfants, au terme de leur itinéraire, ont besoin de ce réconfort? Et puis de recueil d'informations sur leur anamnèse, leur histoire, leur trajectoire, qui était parfaitement illustrée d'ailleurs par le film, et puis la recherche éventuelle de liens familiaux qu'ils pourraient avoir sur le territoire français.
Puis il y a d'autres missions auxquelles on est très attaché parce que c'est aussi la Croix-Rouge française, et la Croix-Rouge française c'est du social, mais c'est aussi, on l'a vu, le soin. Ces enfants, au terme de leur itinéraire, souvent traumatiques, ont besoin d'un accès aux soins, et ces soins sont nécessairement aussi somatiques que psychiques. L'éducation, qui peut se traduire aussi et immédiatement par les cours de français langue étrangère, et puis l'intervention, bien sûr, des médiateurs interprètes qui sont véritablement des opérationnels tout à fait essentiels dans l'accueil de ces enfants. L'accès aux droits, l'animation et les loisirs, ça a été dit plusieurs fois au cours de cette journée, une vie d'enfant, une vie de mineur, eh bien, c'est aussi une vie sociale, c'est aussi du loisir, c'est aussi jouer, rire, communiquer. On a beaucoup parlé des liens, de l'altérité, de la place de l'autre. Eh bien, c'est aussi la vocation de nos établissements et de nos services que de remplir cette fonction, que j'ai envie de qualifier de vitale. Plus en aval, l'accès à l'autonomie, à la citoyenneté. L'ensemble de ces jeunes nous démontrent une capacité d'insertion socio-professionnelle tout à fait remarquable, j'oserais même dire hors du commun. Alors tout ça justifie effectivement d'un certain nombre de moyens, et là-dessus il y a bien sûr des débats, puisque là encore il y a des enjeux économiques autour de ces moyens. C'est nécessairement des encadrements adaptés, c'est des équipes qualifiées qui sont indispensables à nos yeux, précisément pour pouvoir garantir ce cheminement et cette évolution. Et puis, ça nécessite également des projets d'établissement tout à fait rigoureux, conçus, enjeux sur les dépenses publiques des collectivités territoriales les plus concernées. Il y a des experts de cette question sur le sujet dans la salle. Je crois savoir que 5 départements de France métropolitaine et d'outre-mer concentrent l'essentiel des problèmes de mineurs isolés étrangers, parmi lesquels, effectivement, 2 départements franciliens, je les ai cités, la Seine-Saint-Denis et le département de Paris. Et naturellement, ça pose la question de la péréquation, de la prise en charge financière de ces nombres extrêmement importants de mineurs sur ces territoires. Se pose aussi la question du rôle de l'État, à travers effectivement son contrôle et l'organisation par l'État d'une péréquation territoriale de la charge d'accompagnement et de prise en charge de ces jeunes. Et puis un problème très important, à la fois éthique, médical, technique, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est la question de la détermination de l'âge de ces enfants pour qu'ils rentrent effectivement dans les dispositifs de droit commun français qui sont différents selon que le statut de mineur est établi ou qu'il y ait un doute sur ce statut de mineur en fonction effectivement de l'ensemble des éléments réunis. En conclusion, la question c'est quel devenir ? Les associations, elles sont nombreuses, mais parmi les associations, il y a la Croix-Rouge française, bien sûr. Elles essayent de compenser, elles essayent de s'adapter dans ce paysage extrêmement mouvant, extrêmement fluctuant, à la fois du point de vue de l'origine des jeunes, notre contexte socio-politique interne, socio-économique et politique interne. Mais j'ai envie de conclure par une question. Le droit d'avoir une vie d'enfant suppose de ne pas être un enjeu ni économique ni politique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Godon. Vous avez fait effectivement le tour des enjeux de la question des mineurs isolés étrangers qui sont aujourd'hui bien identifiés depuis quelques années, bien avant 2010 et le rapport Debré, mais déjà au milieu des années 2000, avec notamment le rapport du préfet Landrieux en Île-de-France qui avait déjà tiré quelques propositions qui sont reprises dans le rapport Debré et qui restent dans une certaine actualité. Je voudrais simplement rappeler effectivement avant d'entrer dans
dans les considérations, disons, politiques, financières, économiques qui sont nombreuses, qu'on se rappelle que ce sont des enfants, que ce sont des personnes vulnérables et qu'il faut les regarder avec ce regard du joli slogan que vous proposez à la Croix-Rouge, d'humaniser la vie. Donc je pense qu'il est important de dire déjà, pour commencer, c'est que le traumatisme est souvent au cœur des histoires individuelles des mineurs isolés étrangers et qu'il faut le savoir dès le départ. La question de l'exil est la question centrale pour ces jeunes. On ne doit jamais perdre de vue cette question dans ce style de prise en charge. Ces jeunes vivent un sentiment de perte. Ils perdent leur patrie, ils ont perdu leur terre natale. Ils ont perdu leurs parents, leurs proches, les objets familiers, et ça ébranle leur identité personnelle et leurs assises. Cela suscite un sentiment de douleur et cela les amène à avoir d'importants renoncements. Donc à cette douleur s'associe en plus l'idée et l'impossibilité d'un retour, en tout cas dans un délai proche. Les jeunes savent qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer tout de suite et ça augmente ce sentiment douloureux. Donc aborder cette question des renoncements, c'est une étape qui est absolument incontournable dans le processus psychique de changement et de séparation. Et ce mécanisme reste constamment à l'œuvre pour un exilé. Un sentiment de frustration peut entraver ce travail psychique qui est nécessaire si on veut que ce jeune s'intègre dans sa société d'accueil. Le travail de deuil du migrant, de l'exilé, est ressenti comme une douleur qui peut s'accompagner aussi de culpabilité. La culpabilité est d'autant plus importante selon les conditions de départ, si le jeune a dû partir de manière précipitée pour se protéger, ou s'il a laissé derrière lui les siens dont il n'a plus de traces. Cette culpabilité risque d'accompagner ce jeune et aussi de le faire énormément souffrir. Il faut absolument que ce travail sur la perte soit fait avec le jeune pour qu'il puisse se projeter dans l'avenir. Ce travail de deuil s'accompagne souvent de symptômes dépressifs, des angoisses, repli sur soi, agressivité, troubles du sommeil, somatisation. On parle de traumatisme cumulatif pour les enfants d'exilés. Et les parents étant absents, les adolescents, car ce sont surtout des adolescents, vont pour s'affirmer se rattacher à des objets familiers. C'est des phénomènes qu'on peut noter dans la prise en charge de ces mineurs isolés. Les objets familiers, ça peut être la religion, ça peut être des habitudes alimentaires. Au LAO, nous avons l'expérience qu'autour des repas, il y a énormément de moments de crise, parce que justement, c'est un objet familier qui est extrêmement investi par le jeune. Donc il est donc très important pour les personnes prenant en charge ces mineurs de repérer les stratégies identitaires que va choisir le mineur isolé pour travailler cette question avec lui. Donc l'exil peut provoquer une certaine cassure dans l'identité du jeune exilé. Donc l'adolescent va lutter pour maintenir son unité, il va élaborer de nouveaux repères entre lui et son nouveau monde. Dans ce contexte, la question est comment aider un mineur étranger isolé à penser son passé, son avenir, dans un contexte de précarité et de durée très courte des prises en charge éducatives. Alors ce que nous, on essaie de mettre en place au LAO et ce qu'on pense assez pertinent pour les prises en charge longues de ces jeunes, c'est d'associer aux objectifs réels ou concrets de la prise en charge, qui sont bien évidemment l'acquisition de la langue, la scolarisation, l'aide à l'élaboration d'un projet, le travail sur l'autonomie, la découverte de l'environnement, de la France, mais d'associer et de poser comme postulat des intentions différents objectifs posés en amont et qui vont se décliner tout au long de la prise en charge. Par exemple, une structure qui accueille des mineurs isolés doit offrir un cadre suffisamment sécure pour l'adolescent pour lui permettre de mobiliser ses ressources disponibles, d'aménager ou de renforcer son système défensif qui tient, mais laisser aussi place à un certain effondrement du jeune qui, se sentant en sécurité, peut s'autoriser à aller mal. Dans la même dynamique, une prise en charge éducative doit permettre des temps de repos et des temps d'élaboration psychique selon le travail que l'adolescent est en capacité de soutenir. Donc en gros, la prise en charge éducative doit s'attacher autant que possible à soutenir l'adolescent dans sa position de sujet, le faire sortir d'une position passive, en sachant que ces jeunes qui sont dans des attentes, qui passent certains des mois en attendant une prise en charge, peuvent basculer évidemment dans l'ennui
ou surtout dans des temps de dépression très, très graves. Donc la question c'est est-ce que l'accueil en France actuellement réalisé permet de proposer des prises en charge de ce type ? Alors je parle en mon nom, au nom de l'équipe, mais il me semble que de moins en moins que le premier accueil en tout cas de ces mineurs isolés, c'est plutôt rajouter un traumatisme sur un autre traumatisme, que le mineur isolé qui arrive en France doit vraiment affronter un parcours du combattant. Il doit traverser l'écueil du premier accueil. Il va falloir qu'il prouve sa minorité, qui va a priori plutôt être contesté. Il va falloir qu'il fournisse le bon document. Il va falloir qu'il raconte la bonne histoire, crédible. Il va falloir qu'il ait le bon physique, c'est-à-dire qu'il n'ait pas l'air trop âgé. Donc ça veut dire que ça crée un traumatisme supplémentaire sur le traumatisme. La façon dont cette question trouve sa place dans la législation illustre comment ceux qui font la loi répondent aux préoccupations contradictoires de protéger les personnes vulnérables et de se protéger d'elles. Vous avez, je pense, tous entendu cette fameuse notion d'appel d'air. Si on les accueille trop bien, nous allons faire un appel d'air. Maintenant, je voudrais témoigner au nom de l'équipe du LAO de ce que nous avons pu constater dans cet accueil de jeunes, particulièrement dans un moment difficile où les jeunes n'étaient plus accueillis dans le 93, donc se sont retrouvés au tribunal de Bobigny attendant des prises en charge. Donc ce que nous avons constaté d'une façon générale concernant ces jeunes, c'est des éléments symptomatiques comme l'épuisement physique, psychique, l'anxiété qui est liée à un vécu d'insécurité et de stress, un sentiment de peur, des troubles du sommeil, une inquiétude quant à l'avenir, une insécurité relationnelle avec une peur de l'abandon, d'avoir à repartir ou d'être mis à la rue. Cependant, dans le discours manifeste des jeunes reçus en consultation par la psychologue, les éléments symptomatiques ont pu être directement rattachés à cette expérience de non-accueil et de déshérence vécue en France. Dans un tel contexte, la Croix-Rouge française se positionne très clairement, et je citerai une phrase du professeur Mattei, président de la Croix-Rouge française. « Concernant les mineurs isolés étrangers, nous considérons que la qualité d'enfant en danger doit primer sur celle d'étrangers. Les protéger est un devoir moral, tout comme leur donner les meilleures conditions possibles pour grandir et devenir des adultes responsables, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant. » Je suis directeur du Centre Enfants du Monde, un dispositif qui existe depuis novembre 2002, un dispositif à l'origine qui était expérimental, comme vous l'avez évoqué, qui était chargé de prendre en charge les jeunes qui étaient beaucoup plus de la petite délinquance, les jeunes qui cassaient les ordinateurs. Et la mission de notre dispositif, c'était effectivement le repérage, c'était l'accueil de jour inconditionnel, je souligne le mot inconditionnel, et l'évaluation socio-éducative sur les parcours de ces jeunes et éventuellement l'orientation vers le droit commun, notamment vers les services de l'aide sociale à l'enfance. Comme vous l'avez évoqué, depuis les années 2000, l'ensemble des autorités publiques et des acteurs associatifs, en l'occurrence Enfants du Monde, Droits de l'Homme à l'époque, le SAMU social, au captif La Libération, notamment ceux en charge de la protection de l'enfance, avaient constaté effectivement l'émergence des mineurs isolés étrangers à la rue, essentiellement à Paris. Il s'agissait des phénomènes auxquels le dispositif de protection classique de l'enfance, dans son sens le plus large, a été confronté dans l'urgence sans qu'une meilleure coordination entre les différents acteurs concernés ne soit intervenue. Alors, notre mission d'évaluation, qu'on appelle multifactorielle, pratiquée dans les structures qui sont gérées par la Croix-Rouge française, s'inscrit donc dans cette logique de protection de l'enfance. Elle est à la fois à la croisée entre la lutte contre les exclusions. Si notre premier accueil dans notre dispositif d'évaluation est inconditionnel, comme je le soulignais, cela ne signifie pas que le choix d'orientation après une évaluation approfondie de la situation du mineur
sur le plan juridique, psychologique ou sanitaire, soit également inconditionnel. Ça dépendra d'une situation d'un jeune à l'autre. J'ai la fierté de dire qu'au Crémeux du Bicêtre, nous avons une équipe qui parle à peu près 17 langues et dialectes. C'est plus confortable pour un jeune qui arrive dans le dispositif avec le choc culturel et qui est recueilli par quelqu'un qui parle sa langue. Alors, notre mission d'évaluation consiste en quoi? Notre travail d'évaluation consiste à établir un lien de confiance avec le jeune, essayer de retracer le parcours du jeune, les raisons de sa venue en France, sa situation familiale. On essaie d'évaluer sur son isolement, on essaie d'identifier qui a orienté le jeune dans notre dispositif, ou s'il est déjà connu par les services sociaux des autres départements. Nous essayons d'identifier les risques potentiels auxquels les jeunes seraient exposés sur le territoire. C'est le cas notamment des jeunes qui sont en danger de prostitution. C'est le cas des jeunes qui présentent des états physiques liés au parcours de voyage. C'est le cas des jeunes qui viennent et qui ont une forme de dette. Et la première des choses qu'ils nous demandent, où est-ce qu'on trouve du travail? Notre travail d'évaluation, c'est d'expliquer dans la mesure du possible à cet enfant qu'en France, on ne peut pas travailler tant qu'on n'est pas adulte. Alors, notre mission d'évaluation consiste bien sûr à rassembler l'ensemble des éléments constitutifs du parcours et de l'identité du mineur au moyen des observations quotidiennes à travers des entretiens individuels, formels ou informels. Et puis, ça nous permet aussi de rédiger une synthèse socio-éducative, la DRIL, l'État nous engageant à envoyer au président du Conseil général l'évaluation socio-éducative au président du Conseil général à J+15 jours. C'est-à-dire nous avons 2 semaines pour pouvoir recueillir les premiers éléments sur le jeune que nous devons transmettre à l'autorité compétente en matière de protection de l'enfance, en l'occurrence les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris. La question de l'âge est primordiale puisqu'elle détermine l'intervention ou pas des services chargés de la protection de l'enfance et accorde un régime particulier de protection. La minorité, par nature temporaire, est difficilement évaluable. Ainsi, nous voyons apparaître des notions de minorité contestée, des faux mineurs, et nous estimons que l'âge ne s'évalue pas, il se prouve par la protection de documents d'état civil, et la position de la Croix-Rouge a été bien précisée. C'est l'article 47 du Code civil, et en cas de doute, nous nous fions à la sagesse et à la confiance du juge des enfants qui est seul habilité à diligenter une enquête qui pourrait remettre en cause les papiers d'état civil que le jeune peut présenter. Alors, nous sommes confrontés effectivement dans notre travail d'orientation à 3 types de mineurs. J'ai évoqué la situation des mineurs dont la minorité est contestée, ces jeunes qui frappent sur nos portes, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes confrontés aussi aux jeunes qui sont sur la fin des prises en charge de l'aide sociale à l'enfance, qui arrivent à la majorité et qui vont se retrouver dans la rue, comme si à 18, la rue et ses dangers ont disparu. Et nous sommes aussi confrontés à des situations des jeunes qui ont une tranche d'âge entre 18 et 21, qui ne trouvent pas de dispositif pour être pris en charge et qui viennent frapper aussi à nos portes et faute de dispositifs. Hélas, nos équipes n'ont pas de solution miracle, c'est les orienter vers les dispositifs 115. Pour terminer, je pense que nos équipes travaillent parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont un sens de professionnalisme. Ce n'est pas facile de travailler, d'avoir cette misère humaine qui est toujours devant nous. Et parce qu'aussi la Croix-Rouge a fait le choix d'intervenir, parce que j'estime que si la Croix-Rouge est là, c'est parce qu'il faut qu'elle soit là. Si elle n'était pas là, peut-être d'autres auraient fait le choix de faire ce travail dans des conditions précaires, ou peut-être pas. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Merci beaucoup. Il aura fallu presque 10 ans pour qu'une direction de projet se mette en place pour
pour répondre à cette difficulté en France, suite au rapport Debré que nous avons évoqué au début de cette table ronde. Laurence Vanier, vous êtes directrice de projet mineurs isolés étrangers à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice. Et depuis 2 ans bientôt, vous animez ce travail soutenu par d'autres ministères, mais non sans difficulté, pour faire en sorte que le sort des mineurs isolés étrangers soit partagé par davantage d'acteurs et notamment de conseils généraux, en tout cas qu'on trouve des solutions qui ne fassent pas peser la charge, pardon de le dire ainsi, des mineurs isolés étrangers seulement sur quelques départements. Et je voudrais au passage vous dire combien il est difficile quand on aborde ces sujets de ne pas être forcément accusateur ni à destination des conseils généraux ni à destination des associations, puisque finalement ce sont ceux et celles qui essaient de trouver des réponses à qui l'on va dire qu'elles ne font pas suffisamment ou pas suffisamment bien. Et c'est en tout cas la situation dans laquelle se retrouve le défenseur des droits au travers des situations individuelles pour lesquelles nous sommes saisis, et nous sommes bien mal à l'aise face à ce constat, même si ça n'enlève en rien la mobilisation sur les thématiques, et que nous continuons de mobiliser notre énergie avec un certain succès, puisqu'une cour d'appel qui a reconnu récemment, à travers des observations que nous lui avions adressées, qu'un juge des enfants devait se saisir, c'est celle d'Amiens, devait se saisir de la situation d'un jeune qui était reconnu comme mineur isolé étranger. Le juge des enfants, devait intervenir parce qu'il était reconnu comme mineur isolé étranger et donc relevant de la protection de l'enfance, qu'il n'y avait pas d'option possible sur intervenir ou ne pas intervenir. Alors un sujet qui est complexe, qui est sensible. Alors quand je dis sensible, politiquement sensible, on le voit bien avec un certain nombre de déroulements, de développements au cours des périodes récentes, depuis 1 an en particulier, puisque si on fait un petit retour en arrière, il y a 1 an, on s'est trouvé face à une situation d'extrême urgence en Seine-Saint-Denis, puisque le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, comme vous le savez, avait décidé de cesser les nouvelles admissions de mineurs isolés étrangers. Donc il a fallu à ce moment-là que l'État, à travers le ministère de la Justice, prenne des choses en main et mette en place un dispositif de répartition des enfants à partir de la Seine-Saint-Denis qui a eu le mérite de bien poser le problème et peut-être aussi de préfigurer ce qu'on essaie aujourd'hui de faire sur l'ensemble du territoire. Tous les pays de l'Union européenne, il faut vraiment le rappeler, sont impactés par l'arrivée de mineurs isolés étrangers. Tous les États membres de l'Union européenne sont bien conscients aujourd'hui qu'on n'est plus du tout sur quelque chose de temporaire et que l'arrivée de mineurs non accompagnés est aujourd'hui véritablement une